Ben, aujourd'hui, on a décidé de revenir chez Jean-Étienne qui nous a accueillis plus tôt en saison, avec qui on a brassé une bière. Et puis c'est la conclusion de notre première saison de Cuisiner la forêt. On trouvait que c'était intéressant de revenir ici pour remercier les gens qui ont participé avec nous dans la saison. François-Xavier va joindre à nous un petit peu plus tard aussi. On va goûter la bière, on va cuisiner une belle grosse poutine, puis on va pouvoir échanger sur ces valeurs communes qu'on s'est rendu compte qu'on partageait par rapport à notre passion de la forêt. G, je commence par... On installe la marmite puis la plaque. Une pour la sauce, l'autre pour les patates puis le reste du stock. Là. Puis tu peux commencer à couper les pommes de terre. On va les faire sauter dans le gras de canard avec une sauce à base de bière, un fond. Je vais mettre des épices boréales dedans. Il va y avoir la saucisse de gibier que j'ai chassée avec vieux cheddar, bacon à l'intérieur. Wow. Puis on va essayer de pimper ça avec d'autres choses qu'on peut trouver en forêt. Peut-être des champignons, je vais voir, là, à moins que... On va improviser un peu, mais ça va être, le résultat va être là. Mon gros coup de cœur lors de la saison de Cuisiner la forêt a été le partage de connaissances, de savoir, montrer à Francis les rudiments de la cueillette. Aussi, cuisiner en forêt de différentes techniques que j'ai pu améliorer, perfectionner ou apprendre, comme la fois avec la pâtisserie, mes défis avec le risotto, les invités aussi qu'on a eus. Ça, c'était merveilleux de rencontrer des gens. J'espère en rencontrer encore d'autres. Je suis prêt, JP, pour les patates. Ouais, on a une bonne quantité, c'est assez, là. Oh yeah! Bienvenue, messieurs! François-Xavier, bienvenue dans leur paradis bucolique. Superbe endroit, vraiment, là. Les boys, puis merci de nous accueillir encore. Ça fait plaisir. C'est nous qui sommes choyés quand vous venez chez nous. Ouais, bien, je pense que JP vous concocte vraiment une belle petite bouffe, là, puis on a hâte de goûter notre bière. Ouais, je suis assez curieux d'y goûter. Moi, je l'ai goûté à quelques moments là, dans la production. C'est intéressant de voir comment ça évolue. Puis les bières, ben, tu sais, ils ont toujours un moment où ils sont à leur meilleur. Puis c'est rarement quand c'est très, très frais, là, sur certains types de bières. Donc là, j'ai hâte. Ça fait un moment que j'ai pas fait de test. Puis on va la boire d'une manière particulière. Moi, je vous propose de se faire une barbotine. Comme on a le luxe d'avoir beaucoup de houblon aussi, puisqu'on en produit. Alors, j'en ai du congelé qu'on va pouvoir mettre dans nos verres, puis se faire ça, une barbotine, de slush, de houblon. Alors, ça va nous permettre vraiment là, de goûter le goût de notre territoire, de notre houblon ici, puis de vivre quelque chose d'un petit peu particulier, parce que dire qu'en brasserie, ils se mettraient à offrir ça comme drink, je pense que ça serait assez dispendieux là, de remplir des verres de houblon au bar. Jean-Étienne, en fait... Ce gars-là m'inspire, tu sais, il a pris des décisions dans la vie, s'installer ici comme il l'a fait, partir de zéro, acquérir un grand terrain, puis d'une année à l'autre, tu sais, on a l'impression que son autonomie alimentaire s'agrandit, tu sais. La relation qu'il a avec Alexis, où il éduque son fils avec des valeurs de base qui sont primordiales, à mon avis, tu sais. C'est une source d'inspiration pour vrai. C'est pas de tout repos, là, ce qu'il fait ici. Puis c'est de le faire, c'est d'y croire, c'est de vouloir offrir à sa famille et à ses proches, tu sais, une nourriture de qualité, saine, avec une traçabilité. Puis encore une fois, tu sais, le partage de ses connaissances, c'est incroyable, là. La générosité dont il fait preuve en nous accueillant ici, en nous préparant une petite bière en à côté qu'on va déguster ici. Mais tu sais, on l'a quand même fait il y a plusieurs semaines. Honnêtement, il a adopté un mode de vie auquel j'aspire un jour. Je te dirais pas que je suis rendu là présentement. Est-ce que j'aurais tout ce qu'il faut pour le faire maintenant? Je suis pas certain non plus. Mais plus on aura accès à des gars comme Jean-Étienne qui sont aptes à partager leurs connaissances, ben, tu sais, je fais un pas de plus vers un petit rêve de retraite à la limite pour moi. François-Xavier, la saison de la cueillette tire à sa fin ou comment ça a été cet été pour toi? Ça a été une saison un peu difficile cette année. On a connu vraiment beaucoup de sécheresse. Donc, il y a eu des yo-yo un peu au niveau des températures. On a eu du chaud très vite cette année. Après ça, il a fait froid au début du mois de juillet. Pas d'eau dans des moments qui étaient vraiment cruciaux où les boutons commençaient à sortir. Donc, ça n'a pas été une très belle année. C'est un petit peu ce qui arrive quand on a une année exceptionnelle. L'année suivante, c'est rarement bon. C'est ce qu'on aura vécu un peu cette année. Est-ce que c'est cyclique ou... Il y a quelque chose de cyclique là-dedans. On parle des années records à peu près aux 5-7 ans pour certaines espèces de champignons comme la chanterelle. C'est à peu près ça. Aux 5-7 ans, on a une année avec un pic. Mais il faut aussi que les conditions climatiques suivent. Ouais. Et s'il n'y a pas d'eau, ben, il n'y a pas de champignons, c'est clair.
François-Xavier souligne là, par rapport aux champignons, est-ce que tu l'as ressenti aussi au niveau de des cultures? Bien, il y a deux choses ici. Nous, on fait du maraîchage, puis on a la chance d'être en montagne dans une pente avec de l'eau qui circule beaucoup, fait que l'irrigation, ça nous a pas causé de grands problèmes. On s'en est sorti correctement. Et c'est les dates, puis les rapidités, plein de récoltes qui arrivent en même temps, qui n'arrivent pas à ces dates-là normalement. Puis pour les récoltes sauvages qu'on fait pour la brasserie La Souche, les pousses d'épinettes, les fleurs, là, des décalages de 2-3 semaines, des choses, tu sais, c'est la même chose, les bleuets sauvages, par exemple, début d'août, il n'y avait déjà plus rien, alors qu'on avait repéré des endroits où il y en avait beaucoup. Mais c'est arrivé à maturité en juillet, les ours ont tout mangé. Tu sais, il y a un dérèglement là, qui n'est pas juste associé au grand cycle, parce qu'on le voit en acériculture, il y a des cycles, effectivement. Là, je pense qu'on arrive dans une époque où une saison normale, c'est une saison qui répond plus aux normes, on dirait. Là, bref, une saison normale, c'est une saison normale. C'est nous qui allons s'adapter à tout ça. Là. On ne pourra plus se fier seulement à des calendriers. T'sais. Vraiment, si on veut cueillir ou recueillir, il va falloir être un peu plus présent, je pense, en forêt. Parce que, il va falloir être beaucoup à l'écoute de la nature. Avant que la plaque chauffe, j'aimerais qu'on poursuive la discussion, mais qu'on peut-être mette les patates, puis que François-Xavier, tu nous présentes un peu les champignons que tu as amenés. Voilà, j'ai un peu de chanterelle et puis du champignon homard. Oh, wow! Donc, le fameux champignon homard, qui en fait, on l'appelle la dermatose des russules. C'est pas un nom qui est très sexy, là. C'est ça a l'air d'une maladie grave. En fait, c'est deux champignons en un. C'est-à-dire qu'au départ, ce champignon-là, la dermatose des russules, vient l'attaquer. Au départ, ce champignon-là, c'est la russule à pied court. Mais cette russule-là, elle n'a pas de valeur comestible, vraiment. OK. Et quand la dermatose des russules l'attaque, elle la métamorphose. Alors, en plus d'avoir l'apparence d'un fruit de mer, il a un petit peu ce goût-là. C'est vraiment une curiosité qu'on a ici. Et puis la chanterelle va nous donner un petit côté floral qu'on aime bien, ce petit côté abricot aussi. Là. François-Xavier, lui, un passionné de champignons, de mycologie, de tout ce qu'on peut cueillir en forêt. J'aimerais ça tisser des liens encore plus serrés pour pouvoir l'avoir comme conseiller lorsque j'ai des questions, des références, peut-être même lui voler un ou deux spots de caillettes. Donc là, on va avoir les petits breuvages. Merci, Alexis. Merci, Alexis. Écoute, Alexis, on va avoir un petit quelque chose aussi pour toi, hein? Chaga, cola. Pour notre ami, question qu'on goûte tout à quelque chose en même temps, là. Et voilà. Merci. Comme tu bois pas de bière, mais tu vas avoir avantage à boire ça, tu vas voir. Puis le chaga cola, c'est un breuvage que tu fais qui est à base de champignons, hein? C'est à base du fameux chaga qu'on cueille sur le bouleau. Donc un champignon avec des propriétés antioxydantes. Ce petit cola, c'est un peu un contre-pied au Coca-Cola, au Pepsi-Cola qu'on a voulu faire. Et le sucre ne manque pas, même s'il y en a excellent. peu. C'est bon, hein? Oui, super bon. Tu mets là un petit après-midi comme celui-là. Vraiment bien réussi. Ça me touche que ça vous plaise parce que tu sais, c'était un peu improvisé quand même, on va se le dire. Mais des fois, ça donne... J'anticipais ce moment-là. J'avais hâte d'arriver chez toi, là, puis l'ouvrir puis la déguster. Là. Moi aussi, j'ai anticipé. J'ai pu aller chercher la saucisse. Saucisse d'orignal que j'ai chassée l'année dernière. Si je peux me permettre, tu sais, à la fois pour les saucisses, la bière ou les champignons qu'on cueille nous-mêmes, quand on fait les choses soi-même, ben c'est ça. On fabrique de la bouffe, mais on fabrique aussi des souvenirs, des liens. Puis, du partage. Il suffit juste d'imaginer aussi comment, tu sais, offrir des saucisses que tu as faites toi-même à quelqu'un, offrir une bière que tu as faite toi-même, ça a du sens, mais remplace ces choses-là par des trucs que tu aurais achetés à l'épicerie puis ça n'en a plus. Parce que tu disparais du portrait, il n'y a plus d'humanité là-dedans. Tu sais, si j'arrive chez vous, je dis « Hey, je t'apprécie, t'es un bon chum, regarde, je t'ai acheté une livre de steak haché. » Tu dis « OK, il est spécial, le gars. » Mais si je t'offre de la viande d'une chasse que j'ai faite, ou des champignons l'histoire en arrière, en fait. Exactement. L'histoire en arrière, elle est tellement importante comme les saucisses qu'on va manger. Ben là, moi, Jean-Philippe, je le vois, là, petit matin, en train de marcher, d'essayer d'écouter, de caler, pas sûr du résultat de la chasse. Puis finalement, tu sais, mettre un animal à terre, partager, honorer l'animal que tu as mis à terre, parce qu'il faut que tu respectes ça. Oui. Et après ça, le partage, la convivialité, ça fait partie de ça aussi. Il y a comme toute l'histoire autour. C'est la même chose pour toi, ta bière, le houblon que tu fais pousser. C'est exactement ça. C'est toi qu'on est en train de boire, là, à quelque part. Puis tout à coup aussi, on sait que des gens qu'on apprécie ont pris du temps pour parler des choses. Tu sais, c'est l'attention qu'il y a derrière. Puis l'élément de rareté, tu sais, quand tu fais le comparable avec le steak haché de l'épicerie versus la viande que tu as chassée, on n'est pas dans les mêmes eaux non plus. Le paquet peut se ressembler, là, mais le contenu n'est pas le même. Là. Puis là, Alexis, toi, la saison, elle avance aussi. Tes poulets, tu vas bien se porter. On va les abattre bientôt, lundi.
OK. Ils ont atteint leur maturité, dans le fond, Ouais. ils sont rendus gros. Ils ont grandi beaucoup. Ils sont vraiment gros. Certains sont en surmaturité. Vous en avez combien, là, à la base? 50. 50. On va le faire en 2 fois. Ouais, 2 fois. Ouais, 25. Ça fait des grosses journées. Oui, mais tout le monde participe, le grand-papa, les enfants, tout le monde est là, on le fait ensemble. Puis ça permet encore une fois d'avoir accès à des ressources qu'on n'a pas. Alexis est dans une catégorie à part, là. Tu sais, il arrive avec un bagage de connaissances, mon ami. Il est en contrôle de son environnement. Tu sais, l'élevage de ses poules pondeuses. Après ça, il est super impliqué dans le jardin. Alors, c'est un jeune qui part avec des bases extrêmement solides. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que l'avenir lui réserve, là. Alexis en connaît tellement qu'il y a bien des adultes là, à côté de qui Alexis là, ferait figure d'érudit. Cuisiner en forêt, t'as pas le confort de ta cuisine où tout est à proximité et tout est plus facile. Là, tu sais. Je pense qu'il faut être en mesure de faire preuve d'un peu de laisser-aller. Tu testes des trucs, tu sais pas toujours comment ça va tourner, mais tu t'ajustes, tu t'adaptes, tu fais le suivi. Puis tu sais, l'environnement dans lequel tu le fais aussi est important. Tu sais, je veux dire, tu viens ici pour vivre le moment dans son ensemble, pas seulement pour cuisiner. Tu sais, la bonne bouffe que tu sers à la fin, puis que tu dégustes en forêt, ça, c'est le gros bonus qui complète une belle journée normalement. Alors, messieurs, la poutine pour fêter nos retrouvailles, fêter la fin des cueillettes, des saisons. Merci beaucoup. Ben oui. Et puisque tu soulignes la fin de la cueillette des saisons, c'est aussi la fin de la saison de Cuisiner la forêt, la première saison. Puis pour vrai, messieurs, je suis très novice dans tout ce milieu-là. J'ai été entouré d'experts tout au long de la saison, puis des passionnés, pour qu'on puisse continuer de profiter de ce qui nous entoure comme ça pendant encore longtemps. Qu'est-ce qu'il faut qu'on se souhaite collectivement? Une belle prise de conscience déjà, à tous les niveaux. J'aimerais ça au niveau des paliers gouvernementaux déjà, au niveau du ministère des Forêts, qui fasse une place plus grande aux produits forestiers non ligneux. Parce que pour l'instant, c'est surtout sur la coupe forestière, l'exploitation de la forêt ici. Et l'avenir de l'exploitation forestière au Québec, c'est les produits forestiers non ligneux. Tout simplement parce que ce sont des produits qui sont des ressources renouvelables. Ben moi, le souhait que je ferais simplement, c'est qu'on sorte un peu de la dichotomie ville, forêt, nature, culture. Tu sais, puis peut-être qu'on accepte que les espaces qu'on a, par exemple, dans la couronne nord de Québec, où on est dans l'MRC de Jean-Cartier, que ça puisse peut-être continuer à se développer d'une manière un peu alternative. Tu sais, la fameuse « Ouais, mais on n'a pas les mêmes services qu'en ville, puis on n'a pas ci, puis... Mais est-ce qu'on pourrait pas vivre davantage en forêt un petit peu? Plus il y a de gens qui vont vivre en forêt puis s'accommoder de tout ce que ça comporte, parce que ça demande des compromis, hein? On a du travail spécial à faire ici en forêt, puis il y a des arbres qui tombent, puis plein de corvées qui viennent avec ça. Mais plus il y a de gens qui vont vivre la forêt, plus tout à coup, ben... Je pense qu'on va arriver à comprendre que ça peut être des milieux de vie alternatifs. Puis, comment ça se trouve? Est-ce que vous aimez ça? Délicieux. Ça avance bien. C'est vraiment bon. C'est bon? La sauce aussi? Oui. Tu peux-tu licher le fond de ton bol? C'est un bon signe. La saucisse aussi, d'orignal. Saucisse délicieuse. La texture du champignon lobster, là, wow! C'est super ferme, c'est vraiment bon. Francis, je pense que lui, ça l'a allumé. Il est prêt à poursuivre l'aventure, à aller cueillir encore plus loin, éventuellement chasser. Je pense que ça va être la prochaine étape pour Francis. J'espère, en tout cas. Puis j'ai tissé des bons liens avec lui. C'est un ami. On continue comme ça. Un gros merci de l'accueil, un gros merci de votre participation. Santé bonne. À tout le monde, un cheers au Chaga Cola. À cuisiner Merci, la forêt. JP. À cuisiner la forêt. Jean-Philippe, c'était super cool de passer l'été avec lui, honnêtement. C'est un gars qui est généreux de sa personne. Là. Il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup d'expertise. Mon intention était d'apprendre, était de découvrir. C'est un bel été qu'on a passé ensemble. Puis je souhaite là, que cette première édition de Cuisiner la forêt soit le début d'une très longue série. Là.